Alors, rebonjour à tous. Nous allons entamer ce webinaire lié au déplacement professionnel, aux risques liés au déplacement professionnel. Et je vais vous présenter de manière assez rapide un petit peu les objectifs de la sensibilisation, mais aussi effectivement le sommaire de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Donc, bien entendu, la sensibilisation de ce jour vise à vous présenter en fait les risques, les principaux risques liés au déplacement professionnel et bien sûr vous transmettre toutes les informations sur les obligations respectives des employeurs, des salariés, mais également le risque d'accident, les risques d'accident et effectivement tout ce qui pourra vous apporter des axes de prévention permettant effectivement de vous apporter quelques solutions. Alors, l'objectif de la sensibilisation, je viens de vous en faire part. Nous allons entamer ensuite effectivement et parler de quelques chiffres. J'en viendrai à vous donner quelques définitions et à vous parler effectivement des enjeux directement et notamment des responsabilités qui sont liées à ce risque. Ensuite, mes collègues reprendront la main sur les risques donc liés à la conduite, notamment le risque accident. On parlera également des autres modes de déplacement qui aujourd'hui induisent de nouveaux risques. Et également, on parlera des risques sur la santé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous présenterons bien sûr les axes de prévention en notre qualité de collaborateurs de services de santé au travail. Alors, j'ai un souci de transmission. Il y a un petit temps de décalage. Je prie de m'en excuser concernant le passage des diapositives. Alors, si on part effectivement objectivement de chiffres clés, alors ces chiffres clés, ce sont des chiffres de 2017 qui ont pour source principale effectivement la Directe, mais également la CARSAT. Alors, ces chiffres vont apparaître à l'écran. Je ne vais pas complètement les détailler. Mais ce qu'il faudra retenir de ces chiffres, c'est qu'effectivement 40% des accidents corporels de la route aujourd'hui sont liés au travail, ce qui constitue effectivement un risque majeur dans le cadre effectivement des déplacements professionnels. Alors, chaque année, même on pourra dire que chaque année, en fait, les accidents professionnels vont représenter la première cause de mortalité au travail. Et si on parle vraiment si on rentre vraiment dans un petit détail de chiffres, on verra que 480 personnes ont été tuées en 2017. Pour 482, les chiffres sont relativement stables en 2018. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est un risque majeur et souvent avec des conséquences extrêmement graves. Donc, je ne vous détaille pas effectivement complètement les chiffres qui apparaissent pour vous à l'écran. Pour autant, je tiens effectivement à souligner que lorsqu'on évalue effectivement les conséquences de ces accidents de la circulation, on estime qu'il y a à peu près 4 millions de journées de travail perdues chaque année dans le cadre effectivement des accidents professionnels qui ont des conséquences irréversibles, bien entendu pour le travailleur, pour son environnement familial, social, mais également extrêmement pénalisantes pour l'activité de l'entreprise. Vous le verrez, donc 4 millions de journées de travail perdues chaque année, 77 jours d'arrêt en moyenne pour une victime d'accident de la route en lien avec le travail, ce qui est loin d'être anodin. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre et qu'est-ce que l'on entend effectivement par risque lié au déplacement routier et donc accidentologie et accident, et de quel risque se parle-t-on? Alors, compte tenu effectivement que tout ce qui se produit à l'occasion du travail est un accident du travail, qu'est-ce qu'un accident du travail? Alors, l'accident du travail n'est pas une notion dégagée par le Code du travail, mais bien une notion dégagée au titre assurantiel par le Code de la sécurité sociale, qui le définit comme étant un accident survenu à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quel que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Alors,
Cet accident du travail, pour être reconnu comme tel, doit répondre à des critères particuliers. Bien sûr, il doit relever d'un fait accidentel, il doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail, bien sûr être daté avec précision et avoir entraîné une lésion corporelle ou psychique. De cet accident du travail, on va faire un petit distinguo qui va consister à distinguer donc l'accident de trajet ou l'accident de mission, sachant que l'un et l'autre seront bien sûr relèveront d'une présomption d'imputabilité au titre de l'accident du travail. Alors, qu'entend-on par accident de mission? Bien, vous l'aurez facilement et aisément compris, l'accident de mission est celui qui se produit à l'occasion, bien sûr, d'un déplacement professionnel nécessaire à l'exécution du travail dans le cadre, effectivement, de l'exécution du contrat de travail. Là où l'accident de trajet va se produire donc à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration. Mais en ce qui concerne l'accident de trajet, le salarié ne se trouve pas dans le lien de subordination avec son employeur. Donc l'accident de trajet bénéficiera d'une présomption d'imputabilité au titre de l'accident de travail. Donc schématiquement, on pourrait avoir ce petit graphisme qui pourrait rappeler que quelque part pourrait être considéré comme un accident de trajet, finalement, tous les accidents qui vont se produire, alors même que le salarié se rend sur son lieu de travail ou rentre effectivement de son lieu de travail, sur un domicile, sur un trajet qu'il va utiliser de manière régulière, fréquente, mais par contre ne pourra pas bénéficier de cette imputabilité au titre de l'accident du travail, les trajets ou l'accident qui surviendrait sur un trajet qui n'est pas celui qui habituellement pourrait être suivi par le salarié venant travailler. Donc cette petite représentation vous montre qu'effectivement, ne sera pas donc imputable automatiquement à l'accident de travail, un accident de trajet, et qu'il faudra bien entendu que le salarié puisse prouver qu'il était bien sur le trajet domicile-travail, mais surtout sur un trajet régulier et qu'il n'a pas fait effectivement de détour pour aller sur son lieu de travail ou en revenir. Alors, quels sont les enjeux ? En ma qualité effectivement de juriste, je tenais effectivement déjà un petit peu à planter le décor et à vous rappeler que dans le cadre de la prévention donc, du risque lié au déplacement, qu'il soit routier ou qu'effectivement ce soit de ces nouveaux déplacements, notamment mobilité douce, les bases juridiques qui vont se mettre en œuvre dans le cadre effectivement d'un accident seront bien entendu non seulement multiples mais complexes puisqu'elles vont s'articuler ensemble. Lorsqu'on parle d'accident de travail, on vient d'en parler, on a parlé effectivement d'un code de la sécurité sociale, mais l'exécution du contrat de travail relève du code du travail dans lequel on va retrouver effectivement les obligations réciproques non seulement de l'employeur mais également du salarié. Lorsqu'on parle de prévention du risque lié au déplacement, bien entendu, c'est le code de la route qui vient poser ces règles. Et lorsqu'on va parler de responsabilité, vont se mettre en œuvre effectivement les règles établies au titre du code civil et du code pénal. Donc on est bien sur une articulation de plusieurs réglementations, voire même législations, qui vont s'articuler entre elles. Le point de départ aujourd'hui, dans le cadre effectivement de la relation du travail et notamment des responsabilités qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'une accidentologie liée au déplacement professionnel, on se parle effectivement de la responsabilité de l'employeur. Cette fameuse responsabilité de l'employeur définie dans la partie légale du Code du travail qui dit et qui revient finalement à dire qu'il appartient bien à l'employeur de respecter le principe fondamental, suivant lequel il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À ce titre, l'article du Code du travail dit que l'employeur doit mettre en place donc des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et bien sûr mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Cette obligation de sécurité qui pèse en fait sur l'employeur est aujourd'hui qualifiée par la jurisprudence d'une obligation de sécurité de résultat
à savoir que l'employeur doit tout mettre en œuvre et prouver qu'il a mis tout en œuvre, effectivement, pour éviter, voire limiter l'accidentologie liée, en l'occurrence sur le sujet qui nous préoccupe ce jour, au déplacement professionnel. Alors, l'obligation de l'employeur a un point de départ. Ce point de départ, bien entendu, vous le connaissez également, c'est cette fameuse démarche de prévention dans l'évaluation du risque dans lequel il va lui être demandé de faire une analyse du risque routier. À ce titre, donc, il va élaborer un plan d'action. Ce plan d'action va viser à faire un état précis des déplacements nécessaires à l'exécution des contrats de travail, nécessaires au travail. Il va également devoir faire un inventaire des types et caractéristiques des véhicules. Et bien sûr, dans le cadre de la démarche de prévention, il va devoir aussi identifier les salariés qui seront exposés à ce risque professionnel. À cela s'ajoute bien sûr cette nécessité de sensibiliser, d'associer et d'impliquer bien sûr tous les salariés concernés et donc de mettre en place les mesures de prévention qui lui sembleront le plus appropriées, notamment aux risques liés à la conduite automobile et qui assureront la sécurité des déplacements. Le corollaire de cette obligation qui revient à l'employeur et qui, vous le savez, donc de fait est une obligation de sécurité résultat, c'est l'obligation malgré tout du salarié. Et bien entendu, cette obligation du salarié, si elle est moins importante que celle qui pèse sur son employeur, c'est malgré tout de se conformer aux instructions qui sont données par l'employeur, puisque le salarié, malgré tout, a également l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et des autres personnes qui pourraient être concernées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Les instructions de l'employeur vont préciser donc les conditions des équipements et des moyens de protection qui seront mis à disposition par l'employeur dans ce cadre-là. Le Code du travail, malgré tout, précise que si les salariés sont malgré tout dans le cadre du respect de ces obligations-là, ces dispositions restent malgré tout sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur, qui, comme je vous le disais, est une obligation de sécurité résultat, qui semble dire en résumé et de manière très schématique, l'employeur reste responsable, il devra prouver qu'effectivement il a mis tout en œuvre pour ne pas que l'accident effectivement puisse arriver, ou en tous les cas qu'il a mis tout en œuvre pour essayer de diminuer le risque. Pour autant, effectivement, il devra prouver que la faute revient au salarié si une faute au salarié pouvait lui être reprochée. Bien entendu, toutes les mesures qui seront mises en place par l'employeur dans le cadre de la prévention ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Malgré tout, même si tout est fait pour diminuer, éviter le risque, il se peut que malgré tout, le risque puisse intervenir. Et dans le cadre effectivement de l'accident, si l'accident se produit, on peut retenir qu'effectivement, les conséquences juridiques de l'accident de la circulation vont avoir des conséquences dommageables, bien entendu pour la victime, mais également pour la victime, je dirais, collatérale, qu'est l'employeur, puisque les retentissements seront nombreux, tant, encore une fois, pour la victime, qui pourra avoir des retentissements physiques, physiologiques liés à la douleur, au possible handicap, qui sera une conséquence grave, effectivement, de l'accident de la circulation. De même, le salarié victime d'un accident de la circulation produit à l'occasion de son exercice professionnel aura un retentissement certain social, familial, professionnel parfois, puisque effectivement, il pourra peut-être amener à ne plus pouvoir travailler ou en tous les cas voir son temps de travail considérablement diminuer. Cela n'occulte pas, en tout cas, des conséquences dommageables aussi pour l'entreprise. On a vu tout à l'heure, effectivement, les accidents de la circulation représentaient un certain nombre de jours d'incapacité de travail qui pouvaient être extrêmement pénalisantes dans le cadre de l'activité de l'entreprise, mais également des conséquences financières pour l'entreprise, puisque une forte accidentologie au titre de l'accident de la circulation va entraîner une majoration des primes d'assurance pour les employeurs et bien sûr une majoration des taux de cotisation de sécurité sociale au titre de l'accident de travail. Au-delà de ces conséquences, je dirais, juridiques que l'on a pu éventuellement évoquer,
on ne pouvait pas passer sous silence cette notion de faute inexcusable de l'employeur, qui est un petit peu le corollaire de son obligation de sécurité, dite, je dirais, de résultat. Cette notion de faute inexcusable, c'est une notion dégagée par la jurisprudence, en lien donc avec cette obligation de sécurité résultat qui pèse par les employeurs et qui est souvent révélée par l'accident du travail ou même la maladie professionnelle. Alors, la faute inexcusable, elle se qualifie effectivement par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et elle est retenue souvent par la jurisprudence dès qu'un simple manquement à une seule règle de sécurité pourra lui être reproché. À ce titre, je tiens à souligner l'importance de cette faute inexcusable qui est retenue par la jurisprudence et qui ne va pas prendre en compte la gravité du manquement à l'obligation de sécurité, ni même son caractère volontaire ou involontaire, et ne permettra pas même de retenir des circonstances atténuantes qui pourraient exonérer l'employeur de sa responsabilité. Je ne veux pas faire peur aujourd'hui aux employeurs qui nous écoutent. Pour autant, je veux effectivement souligner l'importance aujourd'hui de cette obligation de sécurité résultat et véritablement cet engagement de cette très très forte responsabilité qui est parfois retenue. Donc l'importance effectivement de faire plus de prévention ou vraiment de se concentrer sur la prévention de nature à ne pas voir sa responsabilité engagée et notamment au titre. Juste le petit bémol, alors j'espère que vous m'entendez toujours. J'ai eu un petit problème de son visiblement, mais oui, je voulais j'en revenais à la faute inexcusable, notamment des employeurs qui pouvaient être retenus dans le cadre donc de l'obligation de sécurité résultat. La petite limite, et vous la comprendrez de manière tout à fait aisée, c'est que cette faute inexcusable ne peut pas être retenue dans le cadre d'un accident de trajet. Vous comprendrez aisément que le salarié n'étant pas dans le lien de subordination avec son employeur, là par contre la faute inexcusable ne pourra pas être retenue, quand bien même il y aurait, dans le cas des accidents de trajet, une imputabilité à un accident de travail. Voilà, c'était un petit peu la petite limite. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si effectivement cette obligation de sécurité et cette faute inexcusable est retenue en fait pour les employeurs, on va voir qu'effectivement deux responsabilités vont faire front quelque part et vont pouvoir être engagées, notamment la responsabilité civile de l'employeur. Et si on monte dans l'échelle de gravité, en fonction effectivement de la gravité de l'accident et surtout des conséquences dommageables qui pourraient en découler, la responsabilité pénale effectivement de l'employeur pourra également être engagée. Alors, lorsqu'on parle de responsabilité civile, on parle surtout de réparation. La responsabilité civile, c'est celle qui permet, en fait, qui relève du Code civil, notamment de l'article 1384, c'est celle qui permet, en fait, de réparer un dommage dès lors qu'effectivement une faute a été commise et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. Très souvent, effectivement, c'est de la réparation donc financière qui va venir compenser effectivement un dommage. Et ce dommage pourra effectivement ce dommage pourra concerner bien sûr la victime elle-même, mais également les tiers qui auraient été victimes effectivement de collatéral en fait d'un accident de la route causé par un salarié au moment où ils exécutent leur contrat de travail. Alors, en matière de conduite, des assurances prennent en charge effectivement l'indemnisation de cette responsabilité de l'employeur. Et le corollaire, bien entendu, d'une forte accidentologie au niveau de l'accident routier, c'est bien entendu une augmentation forte de la prime d'assurance si l'accident, bien sûr, est grave et si, surtout, l'accidentologie est fréquente. À cette responsabilité civile de l'employeur, alors attention, on n'est pas dans du soi-soi, hein, c'est-à-dire que c'est parfois les deux, hein, en fonction effectivement de la gravité de l'accidentologie, de l'accident, des mesures de prévention aussi qui pourront être, ce défaut de mesures de prévention qui pourra être reproché à l'employeur.
l'employeur pourra être condamné et en tous les cas traduit devant une juridiction pénale, notamment le tribunal correctionnel, dans le cadre effectivement d'un accident de la route. Alors, on peut citer quelques petits exemples concernant notamment si l'accident est dû à un défaut d'entretien du véhicule ou si également la charge de travail du conducteur était trop importante, ce qui l'a conduit effectivement à de la fatigue, de longs trajets, des absences de pause, des cadences qui ne permettent pas justement les pauses. Dans ces cas-là, ce défaut de mesure de prévention pourra conduire l'employeur devant le tribunal correctionnel. Et je vous le rappelle, le tribunal correctionnel est en mesure effectivement de prononcer des peines, notamment d'emprisonnement, sachant aussi, je vous le rappelle, qu'à chaque fois qu'une action pénale est mise en route, le ministère public également se met en route et lui-même effectivement peut prononcer des sanctions qui peuvent être également des sanctions financières, lesquelles sanctions financières ne sont pas prises en compte par contre par les accidents, par les assurances de l'employeur. Donc, évidemment, les conseils, c'est bien sûr, avant de confier à un salarié la conduite du véhicule, l'employeur se doit bien sûr de vérifier que le salarié possède bien un permis de conduire correspondant au véhicule qui lui est confié et que ce permis est bien en cours de validité, notamment de nature à pouvoir peut-être effectivement, en tous les cas, essayer de dégager le plus possible sa responsabilité. Voilà pour ce qu'il en était un petit peu de cette partie pour poser un petit peu le cadre, je dirais, réglementaire des risques liés au déplacement professionnel. Je vous souhaite une bonne continuation. Je passe la main à mon collègue préventeur dans le cadre effectivement des risques liés à la conduite. Je reste en ligne pour éventuellement répondre à vos questions en fin de présentation. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'espère que vous voyez bien le diapo s'afficher. Oui, c'est très bien. Donc, moi, je vais continuer. Merci, Janie. En vous parlant principalement, dans un premier temps, des différents facteurs qui vont pouvoir impacter la conduite dans le cadre du travail. Donc, dans un premier temps, il est important d'essayer de se mettre à la place du conducteur dans l'acte de travail. C'est-à-dire qu'il y aura deux principales informations à gérer. Des informations qui proviennent du travail pour le conducteur, des consignes, des rendez-vous, des délais à respecter, et à côté, des informations liées à la conduite. Donc pour conduire en sécurité en respectant le code de la route. Donc le conducteur, du coup, va parfois avoir à prendre des décisions dans, par exemple, une contrainte temporelle très forte, et parfois aussi avec des injonctions contradictoires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va en rendez-vous, il a un coup de fil, du coup ça va peut-être être un coup de fil important par rapport au travail, et vis-à-vis du code de la route, si jamais il décroche, voilà, il sera en infraction. Et du coup, il aura un comportement à risque. Donc voilà un exemple d'injonction. Donc, le comportement du conducteur va varier selon le choix qu'il va privilégier. Voilà, en fonction des consignes qu'il a eues au travail ou des objectifs qu'il a eus au niveau de son travail, ou bien avec la connaissance et le respect qu'il donnera au code de la route. Donc, dans le cas où il privilégie uniquement le travail, on a peut-être plus de chances d'avoir des risques de transgression des règles de sécurité de conduite. Donc, peut-être une plus forte exposition au risque routier. Dans l'inverse, où la sécurité de la conduite va être privilégiée, peut-être qu'on va augmenter un risque de retard dans le travail, perte de clients. Donc, le risque élevé de ne pas atteindre ses objectifs de travail, en favorisant du coup une conduite en sécurité, et la possibilité de satisfaire les deux. Ça, c'est bien évidemment ce qui va être recherché, en respectant l'équilibre, en ayant des consignes
judicieuse, adaptée, pour pouvoir en même temps allier travail et conduite en sécurité. Donc ensuite, on va pouvoir revenir sur d'autres facteurs qui vont pouvoir agir sur le comportement au volant, notamment la consommation de substances psychoactives, telles que le cannabis et l'alcool. L'hygiène de vie, on va parler de sommeil, de somnolence, de fatigue, et également du fait de conduire de nuit, le phénomène de vitesse, les différents distracteurs. Là, on fera un zoom sur l'utilisation du smartphone au volant, un zoom sur les charges embarquées. Donc voilà, premièrement, le cannabis. Donc, les effets du cannabis vont pas être négligeables. Vont loin d'être négligeables sur le conducteur, avec des effets qui vont se propager 15 à 20 minutes après inhalation, avec une persistance qui pourra aller au-delà de 6 heures, hein, donc c'est des effets qui sont vraiment pas à négliger. Des difficultés à maintenir des trajectoires droites, temps de réaction augmenté, conduite hésitante, difficulté à évaluer les distances, difficulté à se concentrer. Bref, beaucoup d'effets qui vont amener le conducteur à avoir des comportements à risque au volant. Voilà. Alors, je voulais juste rappeler que le cannabis, c'est un stupéfiant, donc c'est, à l'inverse de l'alcool qu'on va voir après, interdit. C'est impliqué dans un accident sur 8 et ça représente 23%, enfin c'est impliqué dans 23% des accidents mortels de la route, soit 730 morts sur les routes par an. Donc l'alcool, les effets vont être, disons, relativement similaires aux effets provoqués par l'inhalation de cannabis. Donc une altération de la capacité à apprécier les distances, diminution de la vigilance, des réflexes, et notamment un rétrécissement du champ visuel. Donc l'alcool, comme je le disais, lui, il est autorisé à certaines conditions. Donc il y a certaines conditions qui sont du coup rappelées dans le code de la route. Donc à partir d'une certaine concentration d'alcool dans le sang, voilà, on va pouvoir être exposé à des amendes. Donc au-delà de 0,5, disons premier niveau d'amende, 6 points sur le permis, 750 € d'amende. Et au-delà de 0,8 g par litre, voilà, on est en infraction, avec une amende plus lourde. Alors ça c'est une chose. Ce qui est important de rappeler, c'est que il faut parler de dose, c'est-à-dire que c'est 0,5 g par litre. Du coup, disons qu'ils sont en moyenne atteints par une personne, disons, normale, en buvant 2 doses d'alcool. Donc 2 verres d'alcool avec 10 g d'éthanol dans chaque verre d'alcool. Donc une dose, c'est 10 g d'éthanol. Voilà, si on sert des verres un peu plus sérieux à la maison, là, on respecte plus ce dosage. Et du coup, ce verre va peut-être représenter d'un coup 3 doses d'éthanol. Donc voilà, donc ça, c'est une chose. Du coup, alors une femme qui va être plus sensible à l'éthanol, voilà, parce qu'elle a des cellules graisseuses plus importantes, voilà, c'est biologique, va du coup peut-être au bout d'un verre pouvoir atteindre déjà ses 0,5. Et une personne un peu plus corpulente, peut-être qu'au bout de 3 verres, atteindra seulement ses 0,5. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que à partir du premier verre d'alcool, à partir de la première dose, on va pouvoir avoir des effets qui vont du coup engendrer des comportements à risque sur la route. Alors ensuite, la consommation des médicaments. Bien sûr, je pense que vous avez déjà tous vu voilà, ces petits logos
sur les emballages de médicaments, niveau 1, 2 ou 3. Donc voilà, alors niveau 1, ça va être de la codéine à une concentration inférieure à 20 grammes par comprimé, par exemple. Et après, sur les niveaux 2 et 3, on va retrouver différents types d'antileptiques, d'antipsychotiques, voilà, selon les molécules de niveau 2 ou de niveau 3. Donc des effets, on va retrouver aussi des effets communs avec l'alcool et le cannabis, voilà, également baisse de vigilance, troubles de la vision, troubles de la coordination, des risques de somnolence également. Donc ça, on est tous concernés, donc il faut être prudent à la consommation de médicaments également. Donc voilà, alors la somnolence et la fatigue, qui va être souvent ou en partie en lien avec du coup la consommation des médicaments, de l'alcool, du cannabis. Donc voilà, ou bien lié à une charge importante de travail, des horaires un peu atypiques, ou un manque de sommeil, tout ce qui va pouvoir favoriser la fatigue. Donc la fatigue, c'est un accident mortel sur 3. C'est plus prononcé, le risque d'accident en cas de fatigue est plus prononcé à certaines heures, où il y a un risque plus important d'endormissement, entre 13 et 15 heures, entre 2 heures et 5 heures du matin. Voilà, alors c'est bien d'avoir à l'esprit aussi qu'une heure de sommeil en moins par nuit sur une semaine, et ben c'est une nuit de sommeil en moins, hein, au final, ça fait 7 heures. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'après, on peut avoir avec une longue fatigue cumulée sans sommeil, des effets similaires à une ingestion d'une dose d'alcool. Donc la conduite de nuit, donc une perception visuelle diminuée, voilà, avec des capacités visuelles qui vont s'amoindrir en moyenne de 3 à 4 sur 10, donc c'est vraiment pas négligeable. Alors encore davantage s'il y a, en plus de la nuit, du coup, une météo un peu capricieuse avec de la pluie ou de la neige. Donc appréciation difficile des distances, myopie nocturne, dégradation de la qualité rétinienne. Voilà, d'où l'importance de contrôler sa vue régulièrement. Si on voit des modifications de notre vision, notamment la nuit, pour la lecture des panneaux, pour la conduite en sécurité. Donc voilà. Alors, plus la vitesse va augmenter, plus le champ visuel va se réduire. L'effet tunnel est prononcé avec la conduite de nuit. Et puis les statistiques qui sont quand même importantes, c'est un tiers des accidents corporels qui ont lieu la nuit. Et dans le cadre du travail, c'est seulement 20% du trafic. Donc voilà, ces chiffres montrent bien que du coup, c'est un facteur vraiment aggravant où le risque d'accidentologie est très important. Donc la vitesse, bien entendu. Alors tout d'abord, c'est que rouler vite va fatiguer davantage. Donc là, on va retourner sur le facteur fatigue. Ça va pouvoir induire un certain stress et entraîner ainsi de la fatigue. Voilà, provoque des accidents forcément qui vont être plus graves parce que la vitesse va avoir tendance à provoquer des effets plus importants sur l'insanté, va réduire les possibilités de manœuvrer à temps si on a repéré un danger et augmente la distance de freinage. Voilà. Donc là, c'est intéressant ces petits graphiques. Du coup, distance de prise de réaction, ici, en gris foncé, et en bleu, distance de freinage. Donc tous ces facteurs qu'on a pu voir un peu avant, la consommation d'alcool,
consommation de cannabis va avoir tendance à augmenter ce temps-là. Hein. Ici, on est, disons, sur des conditions, on est en pleine forme, la route est sèche. Voilà. Du coup, tous ces facteurs-là vont venir augmenter cette distance parce que va augmenter le temps de réaction. Hein, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et ensuite, la distance de freinage qui va également être augmentée aussi sur une route qui va être par exemple humide. Voilà. Rouler quand il pleut, voilà, on va augmenter à peu près, légèrement un peu moins que la moitié de cette distance normale sur route sèche. Donc c'est important. Alors ensuite, d'autres facteurs qui viennent perturber la concentration du conducteur, ce sont ce qu'on peut appeler les distracteurs. Et c'est là qu'on voulait faire un zoom sur l'utilisation du smartphone. Donc, l'utilisation du smartphone au volant qui va à la fois apporter une distraction auditive, une distraction visuelle, physique et aussi cognitive. Donc forcément, qui va distraire suffisamment le conducteur pour le rendre moins concentré sur sa conduite en sécurité. Donc on est, je ne vais pas dire tous, mais on est un grand nombre à utiliser de temps en temps, malgré tout, de temps en temps le téléphone en conduisant. Il faut savoir que écrire un SMS, c'est augmenter de 27 fois le risque d'avoir un accident. Voilà. Téléphoner, un peu moins. Et c'est en lien avec un accident corporel sur 10. Voilà, hein, tous ces facteurs-là, bien évidemment, ce sont les facteurs sur lesquels, dans le cadre du travail, on va pouvoir essayer d'agir, d'informer, de mettre en place des consignes pour sensibiliser les salariés et limiter le risque d'accidentologie au volant. Donc les effets du téléphone, du smartphone, donc augmente le temps de réaction, augmente les distances de freinage, difficulté à maintenir le véhicule, enfin voilà, un mix de tous les différents effets néfastes qu'on va pouvoir avoir sur la conduite. Alors un petit zoom aussi sur les charges embarquées. Donc les charges embarquées, tant sur le siège passager s'il est libre, un colis, mon ordinateur, ou bien même aussi à l'arrière, si j'utilise un utilitaire, les charges stockées, le matériel que j'utilise pour aller sur mon chantier par exemple. Voilà. C'est important que le moindre objet, les matériaux, le matériel soit bien rangé pour éviter en cas d'impact des projections et des blessures. Voilà, qui vont peut-être pouvoir venir aggraver l'état de santé à ce moment-là du conducteur ou des passagers. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai pu l'évoquer aussi en évoquant les différents facteurs précédents. Donc, il y a aussi, bien sûr, les conditions climatiques, les conditions de circulation, l'état du véhicule, le partage de la route avec les deux roues, les trottinettes, les motocyclistes, on va en parler juste après, et bien entendu les horaires de travail et les horaires atypiques. Donc l'usage des deux roues, on voulait faire un zoom aussi à ce niveau-là, l'usage du vélo et de la trottinette qui est en hausse aujourd'hui dans nos villes et puis dans nos campagnes. Voilà. Encouragé par le développement durable, la lutte contre la sédentarité. Donc, les infrastructures sont plus adaptées pour les automobilistes que pour les vélos.
bien que des efforts soient faits, on voit apparaître des nouvelles pistes cyclables, etc. Une signalisation un peu particulière sur les transports en commun en ville, comme certains ont pu le voir. Et puis aussi, l'usage des deux roues, bah, c'est rendre plus vulnérable. On est plus vulnérable sur un vélo qu'au volant de son camion ou de sa voiture. Donc, en vélo, le risque d'accident est 3 fois plus élevé qu'en voiture. Et le risque d'être gravement blessé est 16 fois plus élevé qu'en voiture. Donc voilà, c'est un très agréable moyen de déplacement, mais il faut rester très prudent. Un zoom sur les deux roues motorisées, avant de revenir d'attaquer sur les moyens de prévention. Donc c'est le moyen de locomotion le moins sûr. Le risque d'être tué, ramené au kilomètre parcouru est estimé à 22 fois plus important au guidon d'une motocyclette qu'au volant d'une voiture, et jusqu'à 24 fois pour un conducteur de moto avec une cylindrée supérieure à 125 cm3. Donc les deux roues motorisées représentent 2% des trajets domicile-travail et représentent 37% des personnes tuées. Voilà. D'où le moyen de locomotion le moins sûr. Voilà, alors lors de trajets professionnels, 5% des personnes tuées le sont en deux roues motorisées. Et certains employeurs peuvent interdire l'utilisation de deux roues motorisées aux salariés. Ça peut être une des consignes en entreprise qu'on va pouvoir retrouver. Donc, en deux roues, les réflexes pour rouler en sécurité. Donc, réduire l'exposition au risque routier, préparer son déplacement, avoir un véhicule sûr et entretenu, être équipé en sécurité, voilà, sûr de bien pouvoir voir si on roule la nuit par exemple, et être bien vu des automobilistes. Emprunter les voies sécurisées si elles existent, ça c'est important. Respecter le code de la route, hein, même si on est à vélo. Signaler les dangers à l'entreprise, sécuriser les accès à l'établissement. Donc voilà, alors je vous retrouverai plus tard pour les... alors attendez, non, les principaux risques. Alors je vous retrouverai plus tard pour parler des moyens de prévention à mettre en œuvre. Et puis je vais laisser la parole à Philippe. Rebonjour à vous. On va donc évoquer les risques sur la santé qui sont multiples. On va tout d'abord retrouver des risques physiques, notamment enclin à une position assise qui est statique et prolongée dans un véhicule qui est où le conducteur va se retrouver à plusieurs heures resté dans cette position assise. Ceci va entraîner chez lui d'éventuels troubles musculo-squelettiques, notamment sur tout ce qui va être lombalgie, cervicalgie, c'est-à-dire douleur du dos et du cou. Il est noté que régulièrement le risque de pathologie cardiaque et digestive augmente avec cette position assise dans un véhicule. Ensuite, tout véhicule roulant va être un objet vibrant et va entraîner la vibration du corps entier du salarié ou même du conducteur, parce qu'il n'y a pas que le salarié, il y a aussi l'employeur qui va conduire. Cette vibration au corps entier va entraîner des douleurs au niveau des colonnes vertébrales, pardon. Mais également, ce qui n'est pas noté là, mais c'est plutôt aussi des problématiques vésicales ou rénales. Bien sûr, ces vibrations vont être beaucoup plus intenses
si, en fonction de la vitesse du véhicule, en fonction du type et de son état d'entretien, des amortisseurs, etc. Et également, bien sûr, de la route et l'état de la route sur laquelle il circule. On a d'autres impacts physiques qui sont le bruit, notamment amené par les bruits mécaniques, donc le moteur, les bruits extérieurs, c'est-à-dire les bruits liés à la circulation, et puis ce qu'a un peu évoqué Sofiane, c'est qui fait partie des perturbateurs, qui va être la radio, où tout son exacerbé qu'on va retrouver au cours de la conduite. Donc on augmente par là même la fatigue et le stress du conducteur. La chaleur est à prendre en compte, notamment dans les véhicules non climatisés ou sur une période estivale ou de température élevée. On va de même augmenter la fatigue et surtout la somnolence. La lumière est à prendre en compte, notamment les phares du véhicule de face. C'est ce qu'on va retrouver dans l'éblouissement, où il est répertorié régulièrement une fatigue visuelle exacerbée par cet éblouissement régulier, notamment sur les conducteurs qui vont conduire en fin de journée, en début de matinée ou de nuit. Autre, les risques physiques, on va retrouver du risque chimique. Alors, ce risque chimique qui n'est pas toujours évident à évaluer pour vous, l'employeur, ou pour les employeurs, on va le retrouver notamment dans la pollution urbaine, avec les gaz d'échappement, les vapeurs de carburant. On va retrouver parfois même dans le véhicule, avec un habitacle qui risque d'être mal aéré. Ceci va pouvoir entraîner éventuellement des troubles respiratoires et peut aller jusqu'à des troubles du système nerveux. On ne peut pas évoquer le risque biologique, et notamment Covid. Là, ce sera surtout en lien avec du contact client et éventuellement du covoiturage. Alors, voilà, petit flash, mais que la plupart des gens savent. Malheureusement, il faut le répéter, comme toute bonne consigne. Le port du masque dans le véhicule, si on est plusieurs. La nécessité de suivre et de mettre en place des protocoles de nettoyage et désinfection des surfaces de contact. Et puis, aérer le véhicule. Rappeler aux utilisateurs de bien aérer leur véhicule dès qu'ils vont pouvoir en avoir l'occasion. Ensuite, on va retrouver d'autres risques qui sont moins connus ou moins évalués. C'est tout ce qu'on va retrouver dans la classe des risques psychosociaux. Conduire pour le travail va exposer à des risques, notamment de stress chronique, voilà, comme toute conduite. Notamment aussi exacerbé par les contraintes professionnelles qui vont être le respect des horaires, l'exigence des clients, avec un objectif à atteindre, encore plus chez les travailleurs isolés, c'est-à-dire des travailleurs qui vont être une partie de leur temps de travail seuls. Et puis tout ça avec parfois et même parfois assez souvent une grande amplitude horaire et plus ou moins du découché. C'est-à-dire que le salarié étant trop loin va devoir coucher sur place. Le stress peut être aussi lié tout simplement à la conduite elle-même, qui va demander une vigilance permanente avec des conditions de circulation, de météo, comme Sofiane l'a dit, changeantes. Tout ça entraîne vraiment une charge mentale importante qu'il faut avoir en tête. Voilà, je vous repasse la main à Sofiane et puis vous retrouverez ensuite. Donc merci Philippe. Donc du coup voilà, après avoir suivi la présentation, après avoir abordé du coup la partie juridique, les différents facteurs de risque et puis les effets sur la santé,
on va pouvoir... alors non, je me trompe, excusez-moi. On va pouvoir du coup aborder les différents axes de prévention à mettre en œuvre en entreprise pour maîtriser au mieux les comportements de vos salariés au volant. Donc la démarche de prévention, elle va commencer bien évidemment par évaluer le risque routier dans l'entreprise. Donc c'est de faire un état des lieux des déplacements. Et ensuite, on va pouvoir principalement agir sur quatre choses. Disons, analyser l'organisation et les caractéristiques des déplacements. Également, la gestion du parc des véhicules, la gestion des communications réalisées dans le cadre de déplacements et la gestion des compétences. Une fois, du coup, cette évaluation des risques fait de manière complète à travers ces 4 sujets, mettre en place un plan d'action pour limiter davantage les risques liés au déplacement routier dans le cadre professionnel. Donc, l'organisation des déplacements, ça va être porter des réflexions pour limiter au maximum les déplacements. Vous comprenez bien que moins il y a de déplacements, moins on s'expose à un risque d'accident. Donc en utilisant voilà, des techniques comme aujourd'hui, les visio, audioconférences, grouper les déplacements, télétravailler, si possible, si l'activité le permet, bien entendu. Réduire des contraintes horaires, donc intégrer des horaires de déplacement aux journées de travail pour ne pas surcharger une journée d'un salarié et pour pas du coup augmenter son risque d'être fatigué et d'avoir des comportements à risque au volant. Organiser les tournées, intégrer les temps de conduite, donc ça c'est ce que je viens d'en faire référence. Préparer les déplacements à l'avance. Donc ça, on est d'accord que plus on anticipe, plus on s'organise, mieux on prépare les déplacements, plus on va limiter le stress, les temps de conduite, les durées totales, les événements non désirés, la recherche du lieu où on doit se rendre, etc. etc. Privilégier aussi, quand c'est possible, le transport en commun, notamment en train. Voilà, alors lorsque c'est possible, parce que pour un ouvrier qui va devoir aller entre Lyon et Paris sur un chantier avec son matériel, ça va être plus compliqué. Et covoiturer, bien entendu. Donc, alors, Philippe en faisait référence en prenant des précautions par rapport au Covid, bien entendu, et également en ayant bien à l'esprit que c'est vraiment très bien de covoiturer. On peut se relayer au volant. Et par contre, voilà, c'est en cas d'accident, et ben, on risque de perdre peut-être 3 ou 4 salariés d'un coup. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais c'est malgré tout une bonne initiative. Alors ensuite, deuxième axe de prévention, le choix et l'entretien des véhicules. Donc, équiper correctement les véhicules, qu'ils soient adaptés le plus possible à la mission, aux distances parcourues, au type de terrain parcouru, qu'ils soient bien entretenus. Hein, voilà, alors, je prends souvent l'exemple du commercial qui fait peut-être 1500 km dans sa semaine. Ça va être du coup important qu'il ait un véhicule confortable, une boîte automatique, etc. etc. Pareil, celui qui va dans des endroits difficiles d'accès, bah, qu'il ait un véhicule tout-terrain adapté également. Donc, aménager les véhicules selon l'activité. Donc là, on fait le lien avec la problématique des charges embarquées. Donc, toujours avoir un aménagement correct pour que les charges embarquées soient bien stockées, disons, rattachées. Et du coup, enfin, sensibiliser les salariés pour qu'ils veillent au bon état du véhicule qu'ils utilisent.
Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'il y a un véhicule de mis à dispo que les salariés ont le droit de le laisser sale ou pas faire attention à l'entretien. C'est souvent ce qui peut arriver. Donc c'est important de le rappeler et de continuer à sensibiliser les salariés sur ce point-là. Ensuite, troisième axe, organiser les communications. Donc, analyser l'usage des distracteurs, des smartphones notamment, les différents degrés d'urgence éventuellement des appels. Est-ce que ces appels nécessitent un traitement immédiat? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une personne relais qui ensuite redispatche les messages aux personnes concernées? Bref. Établir un protocole de communication pour éviter l'utilisation du téléphone au volant. Donc voilà, ça c'est quand même important. C'est des règles qu'il faut essayer d'appliquer en entreprise pour éviter que vos salariés utilisent le téléphone au volant un maximum. Et enfin, la gestion des compétences. Donc c'est continuer comme tout risque auquel les salariés sont exposés, les sensibiliser aux risques routiers, en l'occurrence. S'assurer également de la validité du permis de conduire. Ça, c'est une chose qui est, je pense, très importante à faire quand on est employeur. Former à la conduite en sécurité. Sensibiliser aux addictions. Ça aussi, c'est très important. Former aux gestes de premier secours. Former en matière de chargement, répartition calage et arrimage des charges. Donc ça, c'est pareil. Alors, on va limiter le suraccident en cas d'impact. Et aussi, on va pouvoir agir sur les gestes, les postures, les manutentions, quand il faut charger et décharger le véhicule, hein, plus de ça. S'assurer de l'absence de contre-indications médicales, bien entendu. Donc, qui peuvent être liées à l'état de santé, qui peuvent être liées à la prise d'un traitement. On a parlé de médicaments tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est toujours important de veiller, d'avoir un œil sur ces points-là en tant qu'employeur. Alors, sur la partie trajet, donc entre le domicile et le travail, donc il y a possibilité aussi d'agir. Il y a des choses qui sont certainement déjà en place dans vos entreprises qui permettent d'agir à ce niveau-là. Donc, c'est limiter les déplacements des salariés, donc par le biais voilà, de la mise à disposition de restaurants d'entreprise, l'aménagement de télétravail, privilégier les moyens de transport collectif. Donc ça, c'est informer, donner l'accès plus facilement à la possibilité d'utiliser les transports publics. Aménager les accès à l'entreprise, faciliter les stationnements des véhicules, inciter les salariés à veiller au bon état de leur véhicule, aider les salariés à préparer leur trajet, informer et sensibiliser les salariés. On en revient un peu à ce que je disais précédemment. Et moi, j'en ai terminé. Et puis, je vais laisser la parole à nouveau à Philippe. Voilà. Nous revoilà, je voulais évoquer avec vous le rôle du service de santé au travail auprès de vous. Donc vous allez retrouver deux missions clés essentiellement, qui va être dans un premier temps le suivi individuel des salariés et puis des actions collectives. Le suivi individuel est essentiellement assuré par des professionnels de santé, dont votre médecin du travail et maintenant depuis quelques années des infirmières en santé au travail. Juste quelques petites infos, on voulait évoquer avec vous les conducteurs de véhicules légers ou de véhicules utilitaires légers bénéficient d'un suivi individuel simple. Ils ne sont pas considérés comme nécessitant un suivi
risque, de salariés à risque. La périodicité peut aller jusqu'à 5 ans. Ça, c'est le médecin du travail qui va évaluer et qui peut aussi la réduire s'il estime qu'il souhaite avoir un suivi plus régulier, voilà, avec des espacements plus courts. Au cours de ces examens, de ces visites, les salariés vont avoir des examens, notamment des examens un peu différents des autres salariés, où il y aura un test visuel, éventuellement un peu plus poussé qu'un autre salarié, où on va aller rechercher la vision de loin et les troubles de la vision de loin, et puis entre autres le champ visuel. Le champ visuel, c'est essentiellement la vision périphérique sur les côtés, où on va retrouver un petit peu les histoires de conduite avec une vision en tunnel qu'a évoqué Sofiane tout à l'heure, où on va aller rechercher s'il n'y a pas une zone latérale où le salarié a un trou dans sa vision et qui pourrait augmenter le risque d'accident. On va avoir aussi la possibilité de lui faire des audiogrammes, c'est évaluer son audition, qui peut être facteur d'accident si le salarié n'entend pas un véhicule qui arrive, un klaxon ou autre chose qui pourrait être une manière d'anticiper un accident. On va pouvoir faire des analyses d'urine. Il va lui être donné une information sur les expositions professionnelles et puis en règle générale, de toute façon, on va évoquer avec lui ce risque routier. La recherche d'antécédents médicaux et du suivi médical, tels que l'ophtalmo, le cardio et autres, ainsi que des traitements éventuels, va nous permettre aussi d'évaluer les risques auxquels sont soumis vos salariés. Je pense que vous devez savoir tous, mais ça c'est valable pour tout le monde. On a certaines pathologies qui peuvent être contre-indiquées, soit temporairement, soit complètement la conduite de véhicules. Il lui est donné le plus souvent un questionnaire sur son hygiène de vie, notamment le sommeil, les addictions, et puis le fait qu'il fasse une activité physique, entre autres. On va essayer de le sensibiliser à la consommation de substances psychoactives, bien sûr, et puis la nécessité d'avoir une hygiène de vie correcte, ou du moins la plus bénéfique possible en termes de sommeil et au niveau alimentaire. Alors, on avait évoqué, moi j'ai évoqué les actions collectives. Tout ce qui va, ces sensibilisations vont pouvoir être faites au sein de vos entreprises, éventuellement. Pour ça, on vous incite à vous rapprocher de votre médecin du travail. Votre service de santé va pouvoir vous accompagner notamment dans l'évaluation des risques, le fameux DU. On fait des ateliers de prévention qui vont concerner à la fois les salariés, les employeurs ou une des deux champs. Et puis la sensibilisation au risque routier, on peut vous la proposer, comme je vous disais, au sein même de votre entreprise. On voulait évoquer avec vous aussi des partenaires qui pourront vous aider là-dessus, notamment la sécurité routière, qui a entamé un partenariat avec les employeurs au biais de chartes. Pour ça, je vous laisserai vous rapprocher de votre organisme de sécurité routière de votre département. Et puis, en conclusion, on souhaite que la prise en compte du risque routier permette de favoriser votre dialogue social et la pérennité de l'entreprise, car on sait que quand tout va bien, mais quand ça va mal, le moindre petit anicroche, et notamment les accidents, sont une source de grosse dégradation. Les mesures de prévention mises en place vont avoir forcément un impact positif sur la santé de vos salariés, l'environnement et l'économie par ce fait de votre entreprise. Voici quelques liens, mais de toute manière, vous les retrouverez. Vous pouvez toujours aller les consulter. Ils sont en permanence disponibles auprès de l'INRS
je pense que vous connaissez, et puis les divers CARSAT qui ont déjà bien travaillé sur ce sujet. Voilà. Merci. Et puis maintenant, on va passer aux questions. Très bien, merci. Donc, il y a quelques questions qui ont été sélectionnées. Evelyne va nous les proposer. Et juste avant cela, je vous indique que vous pouvez télécharger le support de présentation qui est présenté aujourd'hui dans la rubrique documents qui est sur la droite du bandeau. Donc voilà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce webinaire sera disponible en replay. Donc vous recevrez un mail de remerciement de votre participation dans lequel il y aura le lien vers le replay, ou sinon sur la chaîne YouTube de Présence. Donc là, c'est plus une question désormais. Donc Evelyne, tu as sélectionné quelques questions, n'est-ce pas? Alors, rebonjour. Donc, première question qui a été sélectionnée pour Janie plutôt. Dans le cas où le salarié utilise son véhicule personnel dans le cadre de ses missions, en cas d'accident, l'employeur est-il responsable en cas d'entretien défaillant du véhicule? Peut-il également demander le contrôle technique du véhicule? Et je voulais rajouter aussi, je mélange deux questions. Alors, demander les justificatifs de contrat technique du véhicule ou d'autres documents qui nous assurent que le véhicule est entretenu. Donc, je vais laisser la parole à Janie. Oui, merci Evelyne. Alors, sur cette question qui revient quand même assez fréquemment, en fait, concernant la responsabilité de l'employeur dans le cadre de l'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles, on va un peu détricoter la question et on va partir quelque part de la problématique contrat de travail. Il est clair que de toute façon, ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre d'un exercice professionnel relève déjà de conditions inscrites dans le contrat de travail. Je m'explique. Il est évident qu'un salarié qui accepte d'utiliser son véhicule personnel des fins professionnelles va bénéficier d'une certaine forme de compensation, de dédommagement, qui va comprendre souvent l'indemnité kilométrique, bien entendu, mais pas seulement. Effectivement, le dédommagement un petit peu global, une indemnité kilométrique un peu doit prévoir également l'entretien du véhicule. Donc, à ce titre-là, c'est couvert, ça relève, effectivement, j'insiste bien sur le fait, des clauses finalement du contrat de travail et de ce qui a été convenu entre l'employeur et son salarié. Pour autant, lorsqu'intervient ou lorsqu'arrive un accident dans le cadre, effectivement, de l'exercice professionnel avec un véhicule personnel, l'employeur reste, au sens de la réglementation, responsable, puisque, effectivement, l'accident est survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Donc, la responsabilité, on part toujours pareil, effectivement, d'une responsabilité pleine et entière au regard de cette fameuse responsabilité de sécurité qui revient à l'employeur. Pour autant, effectivement, si vous me parlez, comme dans la question de défaillance, effectivement, de l'entretien, dans l'entretien du véhicule, là, par contre, je renvoie effectivement vers l'obligation du salarié, qui est celle de prendre en considération notamment les recommandations qui lui auront été données dans le cadre de son contrat de travail, mais pas seulement, aussi une obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Donc, on partira du principe que oui, effectivement, l'employeur sera responsable, mais finalement, il viendra à se dégager de sa responsabilité en prouvant que la défaillance, en fait, ou en tous les cas que l'accident survenu est en lien avec une défaillance d'entretien qui, elle, appartenait à l'employeur. Alors, pour ce qui est par contre des justificatifs de contrat technique des véhicules ou des documents qui assurent que le véhicule est entretenu, là encore, je veux dire, on part effectivement encore une fois du contrat de travail. Pour autant, il n'y a aucune obligation réglementaire en fait pour l'employeur qui permettrait à son salarié d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre de l'exercice professionnel. Il n'y a aucune obligation légale et réglementaire pour l'employeur de s'assurer que le véhicule est entretenu. On est dans une espèce de transfert de responsabilité. L'employeur confie à un salarié qui est d'accord d'utiliser son véhicule personnel, c'est écrit contractuellement, et ensuite, effectivement, le salarié a pour
obligation, je dirais, lui-même d'assurer effectivement des obligations légales qui sont les siennes en tant que propriétaire du véhicule. Je vous rappelle effectivement, le contrôle technique, c'est le propriétaire du véhicule qui doit l'effectuer. Et à ce titre, effectivement, l'employeur n'a aucune obligation d'avoir sous les yeux le document qui atteste que le contrôle technique a bien été réalisé. Ça me fait rebondir sur une autre question, je crois, Evelyne, qui concernait le permis de conduire. Notamment, exactement. Nous demandons une copie du permis de conduire à l'embauche. Y a-t-il un moyen de s'assurer de la validité continuelle du permis de mon salarié, et ce, à tout moment du contrat? Alors là encore, effectivement, pas d'obligation. L'obligation, c'est si effectivement le salarié conduit des véhicules, ben, c'est de s'assurer, comme je vous le disais, que effectivement le salarié a bien un permis de conduire pour la catégorie du véhicule qui lui est confié et que ce permis de conduire est en cours de validité. En fait, la temporalité qui est aujourd'hui plus ou moins imposée, c'est de dire il faut qu'il y ait un contrôle tous les ans. Alors, c'est vrai que vous allez me dire qu'en une année, il peut se passer des tas de choses et notamment, il peut perdre son permis de conduire. Il est clair que là encore, on en revient à de la responsabilité, je dirais, qui s'articule. Responsabilité de l'employeur, certes, très forte. Responsabilité de l'employeur, du salarié qui doit prendre soin de sa santé et qui, effectivement, s'il perd l'usage et la validité de son permis de conduire, doit en informer, effectivement, son employeur, parce que si un accident survenait alors même qu'effectivement le salarié n'est plus en mesure, parce qu'il n'a plus de validité, enfin d'un permis de conduire valide, il est bien entendu que là, par contre, la responsabilité de l'employeur serait totalement dégagée, sachant que je vous rappelle, voilà, l'obligation de l'employeur, c'est plutôt de s'assurer que le permis de conduire est valide et demander une copie, avoir l'original, c'est mieux, du permis de conduire, en fait, au moins une fois par an. Voilà ce qui est aujourd'hui, quelles sont les recommandations. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous faire part effectivement d'autres questions si vous, ou de compléments d'informations si besoin. Alors, j'ai une dernière question que j'ai sélectionnée par rapport au vélo. Donc, peut-être que Sofiane pourra y répondre. Nous mettons à disposition des vélos aux salariés pour les rendez-vous à l'extérieur. Peut-on obliger les salariés à porter un casque et un gilet jaune? Si oui, pour des questions d'hygiène, faut-il un casque par salarié? Alors, merci pour cette question. Je pense qu'on peut répondre oui et oui. C'est-à-dire que dans le cadre d'une mission, dans le cadre du travail, bien sûr que l'employeur peut imposer des consignes de port de gilet jaune et de port de casque de sécurité, hein, comme on peut obliger un compagnon sur un chantier à porter son casque de chantier. Voilà. L'équipement de protection individuelle, donc là en l'occurrence le gilet jaune et le casque de vélo vont bien avoir comme rôle de protéger vis-à-vis de l'évaluation des risques le salarié en cas de chute et le gilet jaune, lui, pour pouvoir être plus visible. Le casque, faut-il un casque pour un salarié? Eh bien, je dirais que oui, hein, au même titre, pareil, je fais la comparaison avec le casque de chantier du compagnon. Voilà, ça reste un équipement de protection individuelle et comme son nom l'indique, voilà, c'est très conseillé et logique qu'il y ait un casque par salarié. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions, donc je vais laisser la parole à Damien pour clore le webinaire, du coup. Bien. Alors, merci à tous. Bon, merci pour vos remarques. Juste avant de quitter, si vous aviez la gentillesse de répondre, de prendre à peu près 30 secondes pour répondre au questionnaire de ce webinaire, nous, ça nous permet d'avoir un retour sur la façon dont on a répondu à vos attentes surtout. Merci à tous pour votre présence et puis à bientôt pour un nouveau webinaire qui sera a priori début juillet. Donc voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.